Bonjour, on se retrouve encore avec la tragédie classique française et aujourd'hui je vous parlerai de Racine. Mais avant de vous parler de Racine, il faut, mes élèves, que je vous explique un peu des règles des trois unités. Vous savez, le développement de la pièce classique doit obéir au principe d'unité défini par Boileau. Il disait qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Les règles des trois unités visent à renforcer l'illusion théâtrale en réduisant l'écart entre action et représentation. L'unité d'action, c'est-à-dire une action unique. Elle vise à concentrer l'intérêt dramatique autour d'une action unique. L'unité des temps, elle resserre les faits et les limite à 24 heures. Cette règle cherche à entretenir l'illusion d'une coïncidence entre la durée de la fiction et le temps de la représentation. Enfin, l'unité de lieu. L'action se déroule dans un espace unique, par exemple la salle d'un palais. Ajoutons l'unité de temps qui découle de la volonté de séparation des genres chez les classiques et impose à chacun sa spécificité en matière de sujet, de héros et de niveau des langues et des temps. Ce sont des choses un peu techniques, mais il faut les rappeler, vous savez, mes élèves, qu'il faut être préparé aussi sur ces questions. Puis il y a les deux règles de bienséance, on les appelle comme ça. La vraisemblance, elle veut que s'impose l'impression de vérité. L'action dramatique doit être crédible, et c'est toujours Boileau qui va dire « L'esprit n'est point ému de ceux qui ne croient pas ». Il le dit dans son œuvre Art poétique. Puis il y a la bienséance. Elle conduit au respect des usages et des conventions. Il s'agit d'une part de ne pas choquer le public. Il ne faut pas choquer le public, non? Ne pas trop le terroriser, enfin, non? Et peut-être ne le faire trop relaxer un peu, non? C'est rigoler. D'autre part, les agissements et les sentiments du héros doivent naturellement être conformes à son rang. Et ça, ce sont toutes les règles dont on a parlé, lesquelles, avec le dilemme cornélien, sont un peu ce qui nous donne l'histoire et les différentes connaissances du théâtre classique français à cette époque. Racine, on a parlé de Corneille, on a parlé des héros cornéliennes, le Cid et des autres, qui sont héros pour leurs sentiments nobles, c'est-à-dire le devoir, l'honneur, non, aussi l'amour, mais noble, et pour le fait que l'intérêt public va gagner toujours sur l'intérêt privé, c'est-à-dire le devoir sur l'amour, c'est-à-dire l'honneur sur l'amour, sur les passions, sur la haine. Et donc, ce sont des histoires très intéressantes, très passionnées. Pour Racine, c'est un peu l'envers, c'est-à-dire que les personnages des œuvres de Racine sont des anti-héros, c'est-à-dire qu'ils ne réussissent pas
à vaincre leur passion, ne gagnaient pas sur leurs devoirs, sous les devoirs, sur, on peut dire, une certaine priorité morale, non? Et donc, Racine, lui aussi, a brillé dans la tragédie. Il a vécu à la cour. Aussi, il nous peint, il nous donne des passions humaines. Il écrit des passions humaines lorsqu'elles se heurtent au destin. Il croit dans la valeur cathartique du théâtre, c'est-à-dire que le théâtre peut élever les passions et les nobiliser. Et donc, l'œuvre de Racine, une œuvre de laquelle je parlerai aujourd'hui, c'est surtout Phèdre, qui c'est une héroïne, pour Racine, une anti-héroïne, mais on l'avait déjà connue dans la tragédie grecque. Phèdre est la femme de Thésée qui se débat contre l'amour qu'elle éprouve pour son beau-fils Hippolyte, c'est-à-dire que Thésée avait été déjà marié et maintenant l'histoire nous raconte de Thésée avec Phèdre, non? Phèdre incarne la contradiction. Phèdre ne réussira pas à maîtriser son amour, sa passion exagérée pour son beau-fils, c'est-à-dire pour Hippolyte. Là, c'est aussi un inceste, on peut dire, non? Comme la tragédie grecque, c'est ça. Là, on peut contextualiser cette œuvre, non, dans ses sentiments, dans ses sujets. Racine nous parle du paroxysme des passions. Chez Racine, le nœud du drame réside dans les passions exacerbées au plus haut degré. On a dit des héros de Racine qu'ils sont des monstres, en proie à une fureur, à la folie, qui les dépasse. Et puis il y a aussi le poids du destin. Et Racine retrouve le sens de la fatalité grecque, du poids du destin qui accable l'homme. Et c'est une conception qu'on trouve proche au pessimisme janséniste, non? Le théâtre de Racine est un théâtre de la chute, alors que chez Corneille, le héros est sans cesse poussé à aller plus loin, à se dépasser, à s'élever dans l'héroïsme. On sait que avec Jansénus, le pessimisme janséniste se développe sur le sujet, non, du destin qui va dominer sur l'homme. Il y a une prédestination, on peut dire, non, sur l'homme. Si Dieu décide quelque chose pour nous, nous sommes destinés enfin. Bien, alors on a vu cette comparaison entre Corneille et Racine, entre un héros qui réussit à maîtriser ses passions, ses conflits de l'âme, mais pas complètement, non? Parce qu'il y a le dilemme, non? Et puis,
les anti-héros de Racine, comme Phèdre, qui vont être des victimes des passions. Et donc là, ce sont des histoires qui parlent de nous aussi, non? Il y a aussi dans les anti-héros de Racine on peut dire représentation dans le temps des sentiments qui se sont évolués, mais qui représentent toujours les fragilités humaines, non? On peut dire que Phèdre ressemble, ou le personnage de Flaubert dans Madame Bovary, avec Madame Bovary, il nous rappelle Phèdre, non? Avec sa façon de chercher, je parle de Madame Bovary, non, par exemple, c'est une comparaison maintenant que je vous fais, c'est-à-dire que Madame Bovary aime nous rappelle Phèdre, et beaucoup de femmes aujourd'hui aiment et rappellent Phèdre, par exemple, non? En quel sens? Dans le sens que sont victimes de leur époque, sont victimes de leur passion, sont victimes des préjugés, et on sait que Phèdre s'empoisonnera exactement comme Emma, non? Pour le fait que Hippolyte, dans le cas, dans l'histoire de Phèdre, de Racine, Hippolyte ne va pas rechanger l'amour de Phèdre. Il aime une jeune femme, donc il est complètement négatif, non, envers la mère de son père, la femme de son père, c'est-à-dire Phèdre, non? Alors là, il y a un autre texte qui est toujours pris par Phèdre, l'œuvre, et c'est la confession de Phèdre à sa nourrice Énone, et c'est une confession incroyable. C'est une confession qui parle de cette force émotionnelle, cette passion, que c'est la passion de l'amour que tout le monde, que nous tous, parfois, des fois, plusieurs fois, on a vécu et on vit, non? C'est-à-dire de toutes les transformations que l'amour nous donne, non? Dans l'esprit, à nous faire voir notre aimé dans toutes les situations, non? C'est comme une obsession, ou le cas de pâlir sur le visage, etc. Non, ce sont toutes des manifestations aussi physiques extérieures, non? Quand on aime, c'est comme ça. Mais là, il y a un amour vraiment exagéré, non? Énorme. Et elle nous raconte dans cette confession très belle, hein, fameuse, très connue, qu'elle a cherché de repousser cet amour. L'idée de ce beau-fils, non, d'Hippolyte, mais elle n'est pas réussi à l'oublier, à le repousser et tout ça. Et donc, elle dit que
elle ne réussit pas à vivre dans cette situation, non, qui lui donne aussi des difficultés morales, non? Et donc, elle dit non, à la fin, on reste de chaleur tout prêt à s'exhaler. Et elle va expliquer ses raisons dans cette confession, non? Quand Phèdre donc semble mourante et sa nourrice énonce la presse d'expliquer les raisons de son état qui a empiré depuis leur arrivée à Trézène dans le Péloponnèse. Et Phèdre lui avoue qu'elle aime Hippolyte. Et c'est magnifique. Alors, je vous laisse, et j'ai conclu cette petite leçon aujourd'hui et à la prochaine fois. Merci. Et étudiez, élèves, étudiez, hein.